Ce balado est propulsé par Caléido, l'épargne-étude qui vous en donne plus. Le mythe de la famille parfaite est de plus en plus révolu. Mais avouez au fond de vous-même que vous avez rêvé l'espace d'un instant d'une maison spick and span, d'un couple épanoui, d'avoir du temps pour vous-même, que vos enfants soient sages, de toujours mettre sur la table des repas nutritifs, que votre maison soit instagrammable 100% du temps. Mais on le sait, c'est pas possible. Et de viser cette perfection-là, eh bien, c'est un aller simple vers la dépression ou le burn-out. De plus en plus, d'ailleurs, de mères ordinaires font leur apparition, que ce soit sur le web, via des balados ou même à la télévision, afin de nous montrer qu'au final, dans toutes les familles, on vit à peu près tous les mêmes choses. L'herbe, elle n'est pas plus verte chez le voisin. Mais quand même, ce désir de perfection-là demeure présent chez plusieurs d'entre nous à des niveaux différents. La perfection versus faire de notre mieux. C'est ce dont on va discuter aujourd'hui avec Nancy Doyon et Martin Daigle de SOS Nancy, afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Bonjour Nancy et Martin. Hello! Je ne veux pas d'entrée de jeu décourager personne, mais est-ce que cette fameuse quête de toujours vouloir bien faire, de viser cette perfection-là, ce n'est pas, au fond, l'ennemi du bien? On voudrait tellement que tout soit parfait dans notre vie. Eh bien, est-ce qu'au fond, en faisant ça, on passe à côté du bien, de notre objectif? Oui, je pense que oui. Tu sais, quand on devient perfectionniste, que ce soit comme parent ou même dans notre vie en général, on se met sous tension, on se met une espèce de pression incroyable. Puis, moi, je le vois là, parce que je ne suis pas parfaite mieux que personne, mais quand je me mets beaucoup de pression, je viens beaucoup dans ma tête, moins dans la relation. Je deviens vite irritable, je deviens très facilement insatisfaite. Et si je suis constamment insatisfaite, au niveau du climat familial, c'est pas génial. Donc, si, par exemple, à la maison, je me mets comme pression de, ma maison devrait toujours être propre, les jouets bien rangés, je me mets la pression que mes enfants devraient s'être amusés à des jeux éducatifs, que je me mets la pression que, qu'ils apprennent et qu'ils se développent plus vite que les autres. Que les enfants jouent autour de la table sans se chicaner. Oui. Jamais. Alors qu'ils vont manger, alors qu'il n'y aura aucun dégât, il n'y aura aucune nourriture autour de l'assiette. Qui mangent de tout, que moi je cuisine toujours de façon adéquate avec le guide alimentaire canadien. Et que les enfants disent toujours maman, c'est vraiment bon ce que tu fais. Merci, maman, pour ce délicieux repas. Tous en cœur, évidemment. Là, mais c'est vrai que comme parents, on se met beaucoup de pression. La société aussi nous met beaucoup de pression. Je pense que c'est un peu l'effet pervers de ce qu'on fait, Martin et moi, et d'autres intervenants que j'aime beaucoup. On donne énormément de pistes d'intervention. On les amène à réfléchir, à remettre en question beaucoup de leurs interventions. Moi, je suis maître en la matière. Pour certaines personnes, il va y avoir une nuance. Par exemple, si on se dit, on est tous d'accord avec ça, là, crier sur nos enfants, ce n'est pas une méthode éducative efficace. Il y a beaucoup plus de... Justement, qui n'a jamais crié lance la première pierre? Je veux dire, le but, c'est de le faire le moins possible, j'en suis consciente. Mais en même temps, c'est humain. Je veux dire, tant mieux s'il y en a, ils pourront nous écrire. Mais je veux dire, de ne jamais avoir levé le ton dans l'éducation des enfants ou même parfois avec notre conjoint. Est-ce que c'est arrivé? C'est ça. Moi, je ne suis pas une crieuse, mais je peux être très incisive. Quel parent n'a jamais été impatient avec ses enfants? Oui, c'est ça, il faut essayer de le faire le moins possible, mais si on se met une pression, puis si moi, comme intervenante, je dis il ne faut pas crier, lever le ton, puis il faut éviter d'être trop irritable avec nos enfants,
ben, faut pas avoir l'impression que la journée où on le fait, on les a bousillés, là. Tu sais, des enfants, c'est plus difficile à bousiller que ça, là. On bousille pas un enfant avec quelques gaffes. Oui, mais justement, ça m'amène, excuse-moi Nancy, vas-y. Le fameux, la perfection, c'est une chose, mais je trouve qu'on tente de plus en plus d'accepter nos imperfections, de vivre avec qui on est, ce qui est une excellente chose. Mais ça nous amène parfois aussi beaucoup de culpabilité. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, justement, déculpabiliser? Tantôt, on riait, on caricaturait, mais justement, une journée où on était occupé, on va chercher du restaurant, puis ils mangent une super de bonne poutine, ben c'est parfait comme ça. Aussi, je trouve que maintenant, dans notre société, on a tendance à culpabiliser ou du moins à surveiller peut-être le parent et ça commence dès la grossesse. Hein? Ça sera d'autres sujets. Il y a toujours quelqu'un pour faire un commentaire. Oui, toujours. Oui. Puis là, moi, c'est drôle parce que je vais lâcher un commentaire. Je suis un papa et j'ai eu connaissance que les mamans de mes enfants, alors qu'elles étaient enceintes, avaient déjà la pression de on doit lui donner le sein dès les premiers moments. Et la pression. Vraiment, là, j'ai une maman qui a fait quasiment une dépression parce qu'elle n'était pas capable. Et là, elle s'est sentie une mauvaise mère. Tout à fait. Donc, je dois l'admettre, même moi, j'ai dû avoir une césarienne d'urgence et ce n'était pas le plan du tout. Mais ça m'a pris des mois psychologiquement à m'en remettre. Ouais. J'avais l'impression de ne pas être une vraie mère, de ne pas avoir donné naissance. Bon, certains vont dire, mon Dieu, c'est ridicule, mais à l'intérieur de moi, c'était tellement important. Et si vous saviez, j'ai fait à peu près tout, même pour mes autres grossesses, la visualisation de tout ce qui était possible pour tenter que ça fonctionne. Et pour ceux qui se le demandent, j'ai finalement eu 3 césariennes. Que voulez-vous? La nature est ainsi faite. Mais ça nous ramène à l'idée que justement, la culpabilité dès la conception est là. Et malheureusement, je pense qu'elle sera présente pour le reste de notre vie par rapport à cette relation-là. Bien, en fait, une certaine dose de culpabilité n'est pas nécessairement si négative que ça. Parce que si je crie, que je dis quelque chose de blessant à mes enfants, le fait de me sentir coupable m'amène aussi dans un sentiment de responsabilité. Donc, attends un petit peu, là, je me sens moche. C'est vrai que ça n'a pas été correct ce que j'ai fait. Je vais peut-être aller présenter des excuses. J'admets mes torts. Puis là, ben, ça risque de mettre une espèce de pression à essayer de prendre des moyens pour changer. Donc, une certaine dose de culpabilité n'est pas très grave. Mais et si je remplaçais le « il faut toujours » par « c'est préférable de ». Tu sais, donc, est-ce que ça aurait été préférable que je puisse donner le sein à ma fille? Moi, j'avais prévu de l'allaiter au moins jusqu'à l'âge d'1 an. Et l'allaitement s'est terminé de façon assez abrupte en burn-out maternel après 1 mois et demi. Est-ce que c'est préférable de l'allaiter? Ben oui. Mais là, ça n'a pas donné, mais c'était préférable qu'elle ait une maman qui soit capable de s'en occuper parce que là, j'allaitais aux heures, jour et nuit. Elle a 22 ans, elle se porte très bien. Tu sais, est-ce que c'est préférable de ne pas crier sur les enfants? Tout à fait. En même temps, ben, tu sais, est-ce que ça peut arriver? Oui. Puis il y a peut-être des fois même où c'est adéquat. Tu sais, si mon enfant est en train je pense à une maman à qui son petit garçon de 5 ans arrive près d'elle et lui fout un coup de poing sur un sein. Maman change de couleur et elle lui fait « Oh, bobo, mon grand, fais doux à maman. » À un instant, attends un peu, là, c'est une belle occasion pour monter le ton. Là, de faire « Hey, non! » En montant le ton, dans cette situation-ci, ça aurait été correct. Si j'ai mon petit de 3 ans qui est en train d'arracher la queue du chat, c'est peut-être correct que je lève le ton. Mais que je monte le ton quand il échappe son verre de lait, bien, peut-être pas. Donc, tu sais, pas être capable de nuancer un petit peu. Puis, mais moi, justement, excuse-moi, l'idée de ne pas être parfait amène peut-être aussi le fait de présenter des excuses sincères, de l'expliquer. Maman, elle s'est emportée. Je suis désolée. Ce n'est pas contre toi, mon amour. Peu importe, j'ai eu une grosse journée ou peut-être même pas rentrer dans la justification, mais simplement dire « je m'excuse, je tenterai de faire mieux ou je vais essayer ». Est-ce que justement, ça leur montre que c'est normal d'être imparfait? Bien,
Exactement. C'est exactement là où est-ce que moi je m'en allais. Accepter son imperfection et la montrer à son enfant tout en assumant ce que l'on dit, ce que l'on fait. Mais moi, j'adore qu'on puisse, à titre de parent, se remettre en question et de dire « Oups, j'ai pas été sa coche présentement, donc je vais aller trouver mon enfant et oui, je vais aller m'excuser. » Et le message qu'on envoie à notre enfant, c'est « Sais-tu quoi? Tu as le droit, toi aussi, de ne pas être parfait. Parce que moi, je ne le suis pas. Mais il va falloir que tu assumes quand même. Ouais. Puis, tu vas... Moi, titre de parent, je présente mes excuses quand je ne fais pas ce que j'ai à faire ou que j'agis de façon incorrecte. Donc, toi aussi, ça va être la même chose. Donc, je vais t'en demander autant. Et on leur apprend que de s'excuser, ce n'est pas humiliant. Non. Non, pas du tout, pas du tout. Il faut avoir en tête que quand on est imparfait comme parent, j'aimais la notion, il y a un auteur, je ne me rappelle plus le nom de cet auteur-là, qui a la notion de just good enough parent. Les enfants ont besoin de parents juste bons assez. Ouais. Puis moi, à un moment donné, j'avais eu une réflexion là-dessus, puis je me disais, ben moi, là, les fois où j'ai levé le ton sur ma fille, là, ben, elle a appris que la patience d'une mère a un bout. Quand tu joues avec les nerfs de ta maman, ça se pourrait qu'à un moment donné, ce ne soit pas le fun. Elle a appris que quelqu'un peut être très en colère contre moi et m'aimer encore après. Ah! Parce qu'après, on passe à autre chose. Les journées où je n'ai pas été suffisamment disponible à ma fille, ben, je lui ai appris à différer son besoin d'attention. Puis je lui ai appris aussi à me faire confiance. Je ne suis pas disponible pour te donner des câlins, m'occuper de toi ou garder ton dessin à la seconde où tu veux. Mais plus tard, je serai vraiment disponible à toi. J'ai un souvenir, puis là, on parle de tout petit, mais j'ai un souvenir de ma fille, 14 ans, qui, moi, j'enseigne au Maroc. C'est dans les premières fois, elle se garde tout seule quelques jours à la maison et elle a une gastro. Quelle culpabilité maternelle de dire « Oh mon Dieu, je l'ai laissée comme ça. » Mais elle me disait, ben écoute, elle a appelé ma sœur est venue à son secours et elle me disait, ben un de ces jours, maman, je vais devoir apprendre à vomir toute seule. Ben c'était aujourd'hui. Mais justement, ça les responsabilise aussi, le fait qu'on ne soit pas parfait, qu'on ne soit pas toujours présent. Mais justement, j'aimerais t'entendre, Martin, sur cette notion de perfection-là, parce qu'on parle beaucoup, beaucoup des mamans. Puis je pense que oui, les mamans, on en vit beaucoup, c'est vrai. Et la fameuse charge mentale. Mais honnêtement, je vois aussi beaucoup de papas dans mon entourage et vous, justement, avec vos formations de parents leaders, vous avez souvent les mamans et les papas. J'aimerais entendre un peu ton opinion, ton senti par rapport à ça. Hein? Le père qui tente d'être de plus en plus présent, qui lui aussi travaille à l'extérieur, à autre chose. Comment ça se vit, ça, l'espèce de papa super-héros? Hey, sérieusement, puis ça, je pense qu'on a encore beaucoup de croûte à manger à titre de papa. OK? Il y a beaucoup de papas, et ça, j'en suis très fier, puis je considère que je suis un d'eux, qui s'investissent énormément dans la vie de leurs enfants et qui vont peut-être moduler leur façon de faire parce que les gars, les hommes, moi, j'ai été élevé à l'ancienne. Donc, un homme ne pleure pas, ne vit pas ses émotions, se doit de tout refouler et après ça, trouve un échappatoire. Je trouve qu'on se doit justement d'enseigner aux hommes que c'est normal de pleurer. Moi, dans le temps, j'avais présenté ça à Nancy comme mon côté féminin. Puis à un moment donné, elle me dit, Martin, c'est pas ton côté féminin, tu es un homme sensible. Tu es un homme qui... Ben, elle n'a pas l'air d'une fille, hein, vite, comme ça, là, je trouve que... Mais c'est ça, je pense qu'il y a du travail à faire, puis je trouve ça bien parce qu'il y a de plus en plus de pères qui s'impliquent dans la vie de leurs enfants. Mais je pense qu'il y a encore une bonne quantité de pères qui se doivent d'apprendre à vivre leurs émotions et de s'impliquer et d'accepter que on n'est pas parfait, on n'est pas comme les femmes non plus. Puis ça aussi, ça peut créer de la discordance au niveau du couple.
Mais des fois, je trouve que l'homme, on se doit de prendre plus de place dans le couple. Et votre place. Oui. Votre place. Puis une des choses que j'observe, tu sais, moi, je l'ai vu chez Martin, je l'ai vu chez plusieurs papas, aussi chez des mamans, mais on dirait qu'il y a comme une notion chez plusieurs papas de, puisque je suis un papa impliqué, je vais complètement m'oublier pour ma famille. Si je suis un papa impliqué, je ne fais plus jamais rien pour moi. Non. Ni pour maman, ni pour papa. Personne ne devrait faire ça si on veut être heureux dans notre couple, dans notre famille, dans notre vie. Ben oui. Donc, tu peux être un papa impliqué auprès de tes enfants qui va jouer au hockey une fois par semaine et qui va un 5 à 7 avec ses copains de temps en temps et qui, des fois, n'a pas envie d'être le géo de ses enfants. Tu sais, Martin parlait de quand ses enfants étaient jeunes et qu'il allait en voyage avec lui, il ne se reposait pas, il passait sa semaine à les animer puis à s'occuper d'eux. Puis, tu sais, des fois, autant les pères que les mères, on a tendance à en faire trop dans cette espèce de perfectionnisme-là, de se dire, bien, tu sais, moi, je dis des fois, on se transforme en peluche, on devient l'espèce de parent jouet, de parent toutou, où on se dit, bien, moi, là, à partir du moment où je suis en présence de mes enfants, je n'existe plus, mes besoins n'existent plus, mes désirs n'existent plus, et tout pour eux. Il faut aussi faire attention à ça. Mais justement, ça peut, j'imagine, excuse-moi, nous amener dans une espèce de cercle vicieux parce que si on leur donne tout, on est toujours là, on n'a jamais de moment pour nous, ne serait-ce que pour lire, prendre un thé tranquille, peu importe, eh bien, on accumule une certaine frustration et au final, ça peut nous rendre justement plus irritables en famille, autant dans le couple qu'avec les enfants. Oui, exactement. Puis en plus, c'est qu'on renvoie des croyances aux enfants. Ce qu'on leur renvoie ou une perception aux enfants. Tu sais, si moi, chaque fois que je suis en présence de mes enfants, je fais toujours passer leurs désirs avant les miens, leurs besoins avant les miens. S'ils ne me voient jamais, jamais, jamais faire quelque chose pour moi, ben eux autres, c'est ça leur normalité. Et là, le jour où je prends 5 minutes pour lire, ben eux autres sont complètement désarçonnés. Et puis, il faut toujours avoir en tête aussi qu'on est les premiers modèles de nos enfants. Alors, si moi, je m'oublie pour mes enfants, je leur enseigne ou bien A, à s'oublier pour ceux qu'ils aiment, ou bien B, à s'attendre à ce que tout le monde s'oublie pour eux. Ça va être leur normalité. Ce qui n'est pas une bonne chose dans les deux cas. Puis bon, ici, on parle beaucoup de petite enfance, mais comme tu dis, si on leur enseigne de s'oublier pour la personne qu'on aime et qu'à l'adolescence, on vient leur raconter complètement l'inverse, il faut que tu puisses penser à toi, ne pas t'oublier lorsque, bon, ils vont commencer leur première relation amoureuse. C'est difficile à ce moment-là de déconstruire tout ce qu'ils ont accumulé au fil du temps. Exact. Puis, tu sais, les enfants, on le sait, là, ils apprennent beaucoup plus en nous regardant aller qu'avec ce qu'on leur dit. Fait que, tu sais, à travers tout ça, donc, quand on parle de perfectionnisme, moi, je trouve ça important que je veux absolument vous parler de ma notion du 80-20. OK. Puis mon adaptation du 80-20. Tu sais, il y a un truc en affaires qui s'appelle la loi de Pareto. Puis là, je vous expliquerai pas, c'est trop long, là, mais moi, je trouve que 80% dans la vie, c'est une bonne note. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, tu sais, mon enfant arrive avec une note de 80% en mathématiques. On est content, on l'applaudit. C'est très satisfaisant. Alors, moi, là, comme maman, là, si je suis une pas pire maman pantoute ou une maman pas mal du tout, 80% du temps, c'est cool, ça? Très bon. Donc, j'ai droit à mon 20% de parents poche, à mon 20% de parents nuls. Et ça, j'ai établi ça. Ma fille était très jeune, elle avait, mettons, 7-8 ans. Et j'avais expliqué le principe. Et là, quand je faisais des gaffes, quand je faisais des bêtises, je faisais ça va dans mon 20% de parents poche. Hein? Et ça n'a pas été très long qu'elle m'a dit ben oui, mais maman, si toi, tu as droit à 20% de maman poche, je dois avoir droit à 20% de fille poche. Je dis non, toi, tu es en construction. Tu as droit à 30%, ma choupinette. Oh, en plus! Et là, je vous dirais qu'en pandémie, là, on peut viser moins haut aussi. Oui, surtout si on est en téléétudes, télétravail. Moi, le rendu là, la note de passage, ça fait un job. Ah non, c'est clair. Mais justement, cette notion-là de perfectionnisme, puis je trouve aussi que le confinement, la pandémie, ce qu'on a vécu, disons, dans les 2 dernières années, où on a été davantage avec notre famille proche, notre noyau, notre bulle, notre fameuse bulle familiale. Bon,
un jour, on va se dire bientôt, on va reprendre les activités sociales davantage. Comment on peut réagir en tant que parent? Parce qu'on le sait, hein, nos enfants agissent pas nécessairement de la même façon en public qu'à la maison. Mais lorsqu'on met nos critères de perfectionnisme très, très, très élevés, nos critères de perfection, il peut y arriver des situations où on est un petit peu déstabilisé, disons. Ou carrément gêné. Oui, tout à fait. Se mettre le doigt dans le nez à table au restaurant, c'est moins intéressant. La première affaire, moi, je trouve qu'il faut peut-être se rappeler comme parents que nos enfants, ce n'est pas notre bulletin de parents. OK? Donc, il ne faut pas que je projette chez mon enfant mon désir d'être bien perçu. Tu sais, moi, s'il y a une phrase qui m'agresse, c'est bien d'entendre « Ah, ces enfants-là sont mal élevés. » Hey, il y a 7 ans, il leur reste 11 ans d'ouvrage à mettre dessus. Un instant, tu sais, je veux dire, ça prend 18 ans pour élever un enfant, 24, c'est un garçon. Donc, OK, on se calme le pompon. On peut-tu toujours, justement, se rappeler qu'ils sont en construction? Donc, ne pas faire porter à nos enfants cette pression-là. Deuxième chose, c'est que peu importe ce que vous allez faire, OK? Vous allez au supermarché, votre enfant fait une crise à la caisse parce qu'il va avoir du chocolat. Parents, lâchez prise, peu importe ce que vous allez faire, il y a quelqu'un quelque part qui va juger. Alors, si vous cédez, vous y achetez son chocolat, il y a quelqu'un qui va dire « Bon, regarde l'autre qui achète la paix ». Si vous installez à sa hauteur, vous allez chercher son regard, vous essayez d'expliquer, il y en a qui vont dire « Tiens, regarde l'autre qui argumente avec un enfant de 3 ans ». Si vous prenez la petite poche de patate en dessous du bras puis vous sortez, il y a quelqu'un qui va dire « Oh mon Dieu, je vais appeler la DPJ, elle va sûrement le battre ». Vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Et ensuite, ils grandissent, là, puis je vous dis, à l'adolescence, c'est pas mieux. Fait que si vous lâchez prise tout de suite, là, il y aura toujours quelqu'un qui sera en désaccord avec vos interventions. Ensuite, moi, j'aime bien qu'on se dise, ben, il n'y a pas d'intervention parfaite et la gamme des bonnes interventions est plus grande qu'on pense. Tu sais, bon, à part y acheter la barre de chocolat quand il fait une crise au supermarché, là, il y en a beaucoup des. Puis, tu sais, à part y acheter la barre de chocolat ou y donner une claque en arrière de la tête, entre les deux, là, c'est pas mal toutes des interventions qui ont de l'allure, là, tu sais. C'est bien correct, là, tu sais. Puis, moi, là, je me dis, Caroline, tu sais, dans le temps de ma mère, là, un bon parent, là, c'était celui qui habillait ses enfants selon la saison, qui faisait manger de la nourriture. La nourriture, c'était suffisant, là, tu sais, qui faisait manger de la nourriture et qui criait pas trop tout le temps après, qu'il ne battait pas. C'était pas mal les critères pour être un bon parent. Maintenant, là, moi, j'ai fait des évaluations des compétences parentales dans ma job. Là. Christy, ça faisait 42 pages, la patente. Tu sais, je veux dire, on peut chercher à s'améliorer. En même temps, on peut-tu se rappeler qu'il n'y en a pas des parents parfaits? Tu sais, c'est ça. Puis même si je suis un parent parfait, ben, je ne ferai pas forcément un enfant parfait non plus. Mais c'est ça, j'aime ça aussi parce que la perfection, n'en demeure pas moins, on le dit, c'est impossible, mais ma notion de la perfection, la vôtre, elle est différente de toute façon. Alors, la probabilité que même si on y mettait tout notre temps, notre énergie, peu importe, pour que notre enfant entre dans le moule, lui, il vient avec sa propre personnalité, ses goûts, ses envies. Donc, est-ce qu'on peut se dire que pour y arriver en ce moment, en 2022, peut-être descendre un peu la pression et faire équipe également avec notre conjointe, coparent. Descendre nos critères pour soi, descendre nos critères pour l'enfant. Puis, je vous dirais, tu sais, ne pas faire, comme je disais tout à l'heure, ne pas leur faire porter l'espèce de pression. Puis, j'aimerais aussi, tu sais, rajouter quelque chose. Des fois, on se compare soi avec tout ce que les autres font de mieux. Tu sais, fait que là, ma chum, elle a les ongles faits, elle s'entraîne, l'autre, elle cuisine. Tu sais, donc, on peut-tu arrêter de chercher à vouloir le meilleur partout? Et puis, ben, pour nos enfants,
quand on compare nos enfants, tu sais, des fois, on dit, « Ah, mon Dieu, tu sais, on est au restaurant, le mien, tu sais, il fait des bulles dans son verre, puis il a mis du ketchup partout sur la table. » Là-bas, à la table d'à côté, les parents, ils ont l'air d'avoir un enfant bien sage. Regarde comment il mange bien, lui. Hein? Des fois, on peut avoir tendance à faire ce genre de petits commentaires-là, Oui, puis sans même si on le nécessairement dit vouloir pas, blesser, mais... même si on ne dit pas, si moi, je regarde ça, puis je me dis, comment ça se fait que leur enfant est bien élevé? Hey, un instant. C'est pas parce que cet enfant-là est sage qu'il est bien. Ouais. Tu sais, est-ce que je veux avoir un enfant sage qui me renvoie une bonne image, un bon bulletin, ou bien je veux avoir un enfant sain, qui se développe sainement, qui est bien et qui est en train d'apprendre plein de choses qui vont lui servir toute sa vie? L'enfant qui est à côté et qui est assis bien droit et qui mange bien et qui tient bien sa fourchette et qui ne met rien nulle part, peut-être qu'il n'aime pas du tout son heure au resto. Non, Alors que ça, peut-être que le mien qui bouge comme un verre à choux, on va avoir passé un moment de qualité ensemble. Toujours changer nos lunettes, mais j'aime beaucoup, je pense, en conclusion, ce qu'on doit retenir, le 80-20. Être good enough, hein? Être un parent assez tenté, oui, de faire notre mieux, c'est vrai, mais parfait à 100%, ça se peut pas, c'est pas humain. Donc, 80% du temps, ça va bien, on est fiers de nous. Puis lorsqu'on est moins bon ou qu'il y a des journées que ça se passe moins bien, bien acceptons d'être notre parent en poche cette journée-là ou pour cette intervention-là. Puis on passe à autre chose, hein? Peut-être d'éviter aussi de ressasser tout ça, de revenir là-dessus. On tourne la page, puis demain sera une meilleure journée. Et voilà. Exactement. Merci beaucoup. Dans le segment coup de cœur, je voulais que l'on regarde un aspect concret sur lequel nous, les parents, on peut faire de notre mieux à la hauteur de nos moyens, toujours dans le but d'aider nos tout-petits dans l'avenir, soit en contribuant à un régime enregistré d'épargne-études. J'en discute aujourd'hui avec Julie Saint-Cyr, qui est directrice des ventes et du développement des affaires chez Kaleido, également planificatrice financière. Bonjour Julie. Bonjour Maggie. On peut dire que nous sommes chanceux au Canada. Hein? Les 2 paliers de gouvernement bonifient nos dépôts au niveau du régime enregistré d'épargne-études. C'est le cas également dans notre province, le Québec y ajoute sa somme. Peux-tu nous en parler davantage? Oui, effectivement. Il existe au Canada des programmes de subvention et plusieurs provinces, dont le Québec, ont aussi adopté leur propre programme. Donc, un petit rappel sur les grandes lignes du REE. Donc, un REE enregistré, un régime enregistré d'épargne-études, ça s'appelle aussi un REE, un REE ou parfois un R3E ou encore un plan de bourse d'études. C'est vraiment la même chose. Donc, le REE est un véhicule de placement qui vous permet de profiter de généreuses subventions du gouvernement lorsque vous épargnez en vue des études de vos enfants. Et cela peut être très payant. Au Québec, par exemple, on obtient jusqu'à 30 de subventions gouvernementales ou même plus selon la situation familiale. Lorsque votre enfant arrive aux études postsecondaires, soit pour une formation professionnelle, une technique, un DEC ou l'université, vous pouvez commencer à retirer les sommes de son REE. Les montants retirés pour les études sont les paiements d'aide aux études. Donc, il s'agit des subventions et de tous les rendements accumulés qui vont revenir à l'enfant. Ce qui est important de savoir, c'est qu'ensuite, l'argent que vous avez cotisé vous revient à vous. Donc, vous pouvez aussi choisir de le verser à l'enfant, c'est à votre choix. Donc, on rappelle que si l'enfant ne fait pas d'études, les subventions vont retourner au gouvernement et vous récupérez vos cotisations. Il y a des exceptions, des conditions, des cas vraiment particuliers pour lesquels les gens peuvent s'adresser à un de nos spécialistes en épargne-études, mais c'est la façon générale de procéder. Mais on voit bien que les 2 paliers de gouvernement donnent un coup de pouce. Et si on débute nos cotisations lorsque nos enfants sont jeunes, eh bien, ça va fructifier dans le temps. Donc, on peut être surpris par le montant récolté dans 10 ans, 15 ans, par exemple, lorsque nos enfants seront rendus aux études post-secondaires. À la hauteur de nos moyens, toujours, on voit que c'est important de commencer à cotiser rapidement. Oui, c'est vrai. Et puis, ce qu'on oublie parfois, c'est l'importance du temps et de ne pas sous-estimer l'impact de chaque petit pas.
comme pour n'importe quel investissement, le temps, la prévoyance sont nos meilleurs amis. Donc, commencer tôt est une excellente stratégie pour faire fructifier vos cotisations et les subventions. Par exemple, Maggie, la différence entre ouvrir un rayé à la naissance de votre enfant versus lorsqu'il a 10 ans, ça peut faire toute la différence quand votre enfant aura atteint ses 18 ans. En fait, c'est que le rendement qui s'accumule sur vos cotisations et les subventions, ça va être pas mal plus important sur une longue période, soit pendant 16 ou 17 ans, que si vous attendez qu'il ne vous reste que 5 ou 6 ans pour cotiser. Dans cette situation-là, il va falloir prendre les bouchées doubles pour rattraper tout le temps perdu. Donc, faut pas oublier que les dépôts peuvent être bonifiés d'un minimum de 30 en subvention au Québec, 20 par exemple au Nouveau-Brunswick, et notez qu'il y a un maximum de 600 $ par année pour la subvention canadienne et 300 $ par année au Québec. Ça fait pas mal d'argent en subvention, oui, des gouvernements. C'est vraiment à vous d'en profiter. Mais justement, pour les familles de tout petits qui nous écoutent et qui ne sont pas certains des montants qu'ils peuvent se permettre d'épargner, parce qu'on sait, nous avons tous un budget, faut prévoir de l'argent évidemment pour nos dépenses à court terme. Lorsqu'on souhaite économiser, comment on peut déterminer quel est le bon montant selon notre budget à investir dans un régime d'épargne-études? Bien, comme je viens de le dire, le temps va nous aider là, dans l'investissement. L'importance aussi d'investir en fonction de votre budget, de faire preuve de patience. Certains parents vont chercher à obtenir le maximum des subventions, mais il faut respecter certains plafonds aussi. Évidemment, chaque situation est unique. Et on vous invite à faire appel à un spécialiste de l'épargne-études chez Kaleido qui va vous aider à épargner en fonction de votre situation financière et familiale. Et ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas de petites cotisations, puisqu'avec la bonification gouvernementale et avec le temps également qui va faire son œuvre, on pourrait avoir des belles surprises lorsque nous en aurons besoin. Merci beaucoup, Julie. Un merci chaleureux à Nancy Doyon et Martin Daigle de l'entreprise SOS Nancy, 2 coachs familiaux qui ont été si généreux. Également, merci à Julie Saint-Cyr, spécialiste chez Kaleido, qui nous a rappelé l'importance de cotiser tôt à un régime enregistré d'épargne-études. Mon nom est Maggie Bélanger. Merci d'avoir choisi ce balado. Pour en savoir davantage sur les épisodes à venir, suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Et d'ici là, ensemble, soyons à la hauteur de nos tout-petits.